Alors, il y a eu plus d'une centaine d'inscrits aujourd'hui. Je pense que les gens vont arriver au fur et à mesure de la matinée. Il y en a peut-être d'autres qui vont venir que pour la partie de l'après-midi. Comme vous aurez pu constater, le programme que l'on vous a préparé aujourd'hui donc pour traiter de la cybersécurité des villes intelligentes se construit essentiellement en deux grosses parties. Vous l'aurez compris, il y a une partie qui est, je dirais, plus sciences humaines et sociales, avec des approches politiques, stratégiques, économiques et juridiques aussi. Et on pourrait même faire de la philosophie pour parler de ces sujets-là. Et puis une partie qui va être plus sciences dures. On va nous expliquer comment ça marche concrètement ces villes intelligentes, quelles sont les infrastructures techniques, technologiques qui sous-tendent ces projets-là. Alors aujourd'hui, on vous propose donc de traiter de la ville intelligente et plus particulièrement de la cybersécurité des villes intelligentes. Le colloque d'aujourd'hui se place dans le prolongement des colloques des années précédentes et plus particulièrement du colloque de 2014 sur l'Internet des objets. Donc certains d'entre vous étaient déjà présents. Donc on continue aujourd'hui la plongée dans ces problématiques sécuritaires et technologiques à la fois. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions de ville intelligente et nous en avons regroupé beaucoup autour de nous, donc ils vont prendre la parole bien mieux que moi sur ce sujet. Juste quelques petites remarques en préambule. Lorsque j'ai essayé de comprendre de quoi il s'agissait quand on parle de ville intelligente, j'ai fait comme tout le monde, donc j'ai essayé de me documenter et j'arrive à quelques conclusions, enfin quelques petites remarques sur le sujet. Tout d'abord, quand le titre du colloque, cybersécurité des villes intelligentes, ce titre-là pourrait être repris, éclaté, reformulé. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de traiter de deux objets qui est d'un côté la cybersécurité appliquée à la question des villes intelligentes, donc les villes intelligentes d'un côté et la cybersécurité de l'autre, mais plutôt de parler d'un triptyque, me semble-t-il, qui est sécurité, ville et technologie, cyber. Donc il y a de nombreux travaux, enfin depuis de nombreuses années, la problématique de la sécurité de la ville est une question qui est bien débattue, bien connue. On en reparlera aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons un collègue du Forum européen de la sécurité urbaine qui va peut-être focaliser son intervention là, sur cette approche-là. Et quel est le rôle que joue la technologie dans cette relation ville-sécurité ? Mais on ne va pas se focaliser sur cette question de la sécurité. On va parler bien sûr de la cybersécurité, donc de la place de la technologie dans la société et bien sûr quels sont les apports de la technologie à ce progrès social, ce progrès de société et qu'est-ce que c'est que ce projet de ville intelligente plus spécifiquement. Les projets de Smart Cities, donc de villes intelligentes, fleurissent un petit peu partout dans le monde. Quand on essaie de regarder ce qui se fait dans le monde, on constate une chose. Tout d'abord, c'est que ces projets-là sont répartis là où existent bien sûr les villes, mais là où existe surtout le cyberespace, là où les villes sont déjà connectées. On a donc un maillage de l'Internet mondial, et là-dessus, on voit une cartographie des villes intelligentes qui correspond à cette cartographie de l'Internet mondial. Donc on a un cyberespace, une carte du cyberespace, qui coïncide à la carte des Smart Cities. Alors ce que font les villes intelligentes, eh bien, me semble-t-il, elles vont renforcer, accroître en certains endroits. D'autres, on ne va pas avoir ce maillage plus intense. Donc on va avoir deux cartographies qui se superposent, mais on a aussi une autre lecture qui est possible, celle des Smart Cities, qui vont être des villes et des projets distincts, qui vont distinguer les villes, des villes qui vont être non intelligentes, qui ne vont pas être intelligentes. On va avoir donc deux formes de villes à deux vitesses. Je ne sais pas, les spécialistes vont peut-être me reprendre sur ce point-là. Est-ce que la ville intelligente n'est pas aussi une façon de prolonger cette fracture, de renouveler le discours sur les fractures, avec d'un côté des villes qui vont être dotées de services, de capacités bien particulières, et les villes qui vont rester un petit peu à la marge de ces évolutions-là. Le colloque va faire comprendre ce que l'on entend par intelligence. C'est quoi l'intelligence? Est-ce que c'est uniquement mise en connexion des services et des systèmes qui existent déjà? Est-ce que c'est offrir des services en plus aux citoyens? Est-ce que c'est un projet pour le citoyen, la ville intelligente? Ou est-ce que c'est un projet économique? Est-ce que c'est un projet politique? Est-ce que c'est un projet social au sens large? Ou est-ce que c'est un projet technologique? Est-ce que c'est un projet de sécurité? Qu'est-ce que c'est la ville intelligente finalement comme projet? Bien sûr, c'est tout ça à la fois.
Ce qui explique aussi l'approche fortement pluridisciplinaire du colloque d'aujourd'hui, où vous le verrez dans le programme, on a des spécialistes qui viennent de plusieurs disciplines et les approches sont très très diverses, puisqu'on a des questions de politique, de stratégie, des questions juridiques, des approches, le point de vue du policier par exemple, ou du gendarme. On va voir d'autres approches au contraire qui vont être plus technologiques, qui vont s'intéresser à la couche hardware et logiciel de ce projet-là. Donc vous voyez, c'est un projet qui est par essence pluridisciplinaire et donc très très complexe. Donc je ne vais pas davantage développer. Je vais passer la parole pour ce premier panel qui se veut plus stratégique, politique et donc introductif. Je vais passer la parole à mes partenaires de session. Alors, tout d'abord, nous allons avoir l'intervention de Monsieur Carlos Moreno, que ceux qui s'intéressent aux villes intelligentes connaissent bien sûr, qui est donc un conseiller scientifique, entrepreneur et expert des villes intelligentes. Une intervention de Maître Cécile Dautriot, qui est donc avocate et membre de la chaire de cybersécurité, suivi d'une intervention de Monsieur Cédric Lévy-Bencheton, qui nous vient de l'ENISA. Donc, merci aussi à ceux qui viennent de loin et d'assez loin, et voire de très loin, pour venir assez tôt aujourd'hui. Et ensuite, une intervention qui va être, je dirais, de nature plus stratégique et politique, de messieurs Olivier Kempf et Thierry Berthier. Alors, monsieur Olivier Kempf, que vous connaissez tous, qui est docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'IRIS et membre de la chaire, et Thierry Berthier, qui est maître de conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et membre de la chaire cybersécurité. Donc, je vais céder la parole à monsieur Carlos Moreno pour son intervention. Vous avez des PowerPoint, des choses comme ça. Bien, merci beaucoup. C'est bon, tu m'entends ? Allô ? Oui, c'est bon. Oui, il faut que tu coupes le micro, Daniel, s'il te plaît. Merci. Bien, merci Daniel pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais faire un overview sur ma vision effectivement autour de cette approche de l'intelligence urbaine au XXIe siècle, et donc qui est une vision issue d'une quinzaine d'années des travaux autour de cette problématique en tant que scientifique, en tant que chercheur, mais également en tant qu'entrepreneur et membre actif de cette communauté au niveau international. Donc, j'espère que ça va bien marcher. Hop. Alors, socialité télécommande, la régie. Ce sont les débuts de l'intelligence. Ouais. Comment on fait là ? Ça c'était là. Quelqu'un en régie ? Oui, quelqu'un en régie, s'il vous plaît. J'avais demandé une télécommande qui tienne la route, puisque tout est basé sur des photos. Je peux le faire sans les photos, mais ça sera mieux quand même, et ça tient 22 minutes exactement avec une télécommande qui marche. Alors. Voilà. Bien. Donc, pour pouvoir évoquer la problématique des villes et leur intelligence, en tout cas, parler, je préfère d'intelligence urbaine plus que de ville intelligente. Il faut bien avoir déjà, comme le disait Daniel, une démarche ouverte vers le monde pour bien situer où sont les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de demain à 10, 15 et 20 ans, surtout quand on a une vision stratégique. Il faut regarder donc sur cette carte. Sur moins 50 ans en arrière et plus 50 ans, la croissance donc de la population mondiale. Et vous voyez donc les enjeux qu'il y a sur cette problématique avec la croissance de l'Asie, en particulier celle très forte de l'Afrique, et donc notre vieille Europe, qui est toujours entre 500 et 600 millions d'habitants sur globalement une période d'une centaine d'années. Ça permet un peu de
calmer un peu le jeu sur la manière comme nous visualisons cette problématique sur une vision stratégique au niveau international. Nous sommes également dans un monde qui change. Nous avons donc un monde entier qui est multiplié presque par 4 la population mondiale. Et à droite, sur on voit en blanc le franchissement depuis 2013 de la barre des 400 ppm qui, donc, de manière quasiment aujourd'hui dangereuse, donc on met la survie de l'humanité, pour parler en termes graves, en conséquence de l'activité humaine. Des enjeux majeurs se jouent donc aujourd'hui sur le 10, 20, 30 prochaines années sur ce type de problématiques que sont liées également à l'urbanisation grandissante dans le monde. Nous avons atteint donc en 2010 50% de la population mondiale urbanisée, 77% en Europe, 78% en France, et un basculement du monde urbanisé qui était auparavant donc dans l'axe nord-ouest vers l'axe donc au sud-est, et nous voyons en rose donc cette croissance des grandes mégalopoles. 10% de la population mondiale habite aujourd'hui dans 35 villes. Des petites mégalopoles de 12 millions d'habitants, c'était des grandes villes il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous parlons de mégalopoles de 30 millions d'habitants, 40 millions d'habitants. Nous voyons donc le différentiel qui existe sur les cases jaunes entre la croissance donc des villes comme Lagos, capitale de la première puissance africaine, donc le Nigeria, où nous sommes passés à moins de 15 ans, de 9 millions d'habitants à presque 27 millions d'habitants aujourd'hui, ou de villes comme Karachi, comme Mumbai, comme Le Caire, etc. Donc nous voyons aujourd'hui que cette problématique de la ville est une problématique donc beaucoup plus complexe que ce qui apparaît à l'égard de la manière comme la population mondiale se distribue et s'organise dans cette urbanisation grandissante dans les grandes villes. En même temps, nous voyons la capacité ubiquitaire dont parlait Daniel tout à l'heure, la capacité de maillage donc mondial, et il est intéressant de voir avec cette photo de flux qui a été mise en contribution par Kit.com, comment ça se match au niveau de flux parfaitement avec, et c'est logique, cette distribution mégalopolitaine au niveau mondial. Nous voyons le flux mondiaux qui circule sur le réseau Internet, et quand on le superpose à la carte des grands mégalopoles mondiales, on voit parfaitement, et c'est totalement cohérent, donc cette activité. Ça signifie aussi, et je l'ai dit souvent, que la démarche mondiale technologique elle-même, elle suit également cette tendance mégalopolitaine, parce qu'on trouve également en Asie, notamment Singapour, Hong Kong, en Inde et en Amérique latine, des nouveaux pôles technologiques internationaux qui, à leur tour, maîtrisent la technologie. On le voit de manière, depuis 15 ans, très très forte au niveau de la Chine, ce qui représente, je dirais, des nouvelles compétences, des nouvelles maîtrises technologiques, et en même temps des contributions qui s'internalisent dans ces pays-là à l'égard de ce qui furent nos technologies européennes. J'étais hier à Grenoble pour un colloque donc au niveau des IRT sur Minatech et Nanoelec, et on voit par exemple comment les grandes batailles pour aller au niveau ubiquitaire en dessous des 24 nanomètres, quand nous parlons de faire des puces intelligentes qui intègrent la couche communicante aujourd'hui, eh ben, nous sommes peut-être en train de les perdre au niveau français et voire au niveau européen si nous ne garantissons pas la conduite des projets stratégiques pour avoir la maîtrise des 10 nanomètres. Et quand on voit le panorama mondial aujourd'hui, donc de ce qui est le silicium et de ce qui est sa miniaturisation aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que par exemple des acteurs chinois comme GlobalFoundries sont plus avancés aujourd'hui, et peut-être qu'ils lorgnent sur notre acquis technologie, parce que nos activités de fonderie, elles sont en train de fondre, c'est le cas de les dire, et que des grandes sociétés franco-italiennes issues des projets stratégiques comme ST par exemple, issues des travaux du CEA, sont en train de délaisser la bataille des dynamomètres pour se concentrer plutôt sur l'imageur, c'est-à-dire les appareils photominiaturisés qui sont sur les devices des grands publics. Bataille aujourd'hui qui est importée par Samsung en particulier. Voilà. Vous voyez donc c'est cette complexité dont il faut intégrer si nous prolongeons dans 10, 20 ans là-dessus. Mais mon propos
des enjeux stratégiques, des technologiques, mais je laisse à tous donc, cette inquiétude sur la bataille en dessous des 24 nanomètres qui sera un enjeu stratégique sur les 20 années à venir, puisqu'on aura derrière beaucoup d'enjeux industriels, politiques et de souveraineté technologique française et européenne. Si je reviens sur la ville, donc on parle beaucoup de la ville intelligente avec une vision que j'appelle, je l'écris beaucoup pour ceux qui connaissent, donc avec le concept de Smart City, issu d'une démarche que j'appelle néopositiviste ou technocentrée, qui considère que percer l'hyperconnectivité et les maillages ubiquitaires et la ville en tant que terrain de jeu logiciel sur une base d'analyse prédictive et des big data suffit comme solution par rapport aux problèmes qui se posent dans la ville. J'ai dit qu'il y a beaucoup plus de complexité puisque la ville est avant tout un lieu de vie et un lieu de partage. Cette photo que j'ai prise à Amsterdam, les smart zones et des champignons magiques, m'amène à dire effectivement que nous devons d'abord bien comprendre la problématique urbaine en tant que centre et lieu d'attractivité économique, socio-territoriale pour mieux comprendre aussi leurs atouts, mais également leurs vulnérabilités. Je disais que le 19e siècle était les siècles des empires, le 20e, les siècles des nations et les guerres malheureuses donc, que nous savons faire l'attestent, et le 21e siècle est les siècles des villes. Ce qui implique également que les villes sont entrées en compétition, et je parle, comme Saskia Sassen, de ce concept de la ville globale des villes-mondes, qui s'est extraterritorisation par rapport aux États, c'est un mot toujours difficile, par rapport aux États, puisqu'il y a souvent donc, ce qu'on appelle les salons de régulation des villes. Il y a plus de liens entre Paris et San Francisco et entre San Francisco et Tel Aviv qu'entre Paris et Bordeaux ou Nice ou entre San Francisco et Boston, des manières donc générales. Donc cette pouvoir d'attractivité des villes, on le voit donc dans la croissance à venir, mais on le voit aujourd'hui, 140 villes européennes représentent à peu près 44% des PIB européens. C'est-à-dire que parfois, il est même plus important d'être donc au maire d'une grande ville que ministre d'un État. On le voit aujourd'hui, et par ailleurs, donc, dans un certain nombre de situations et de négociations, on l'a vu aujourd'hui avec Paris, les relations avec l'État sur un certain nombre de décisions, ce qui amène à une notion également donc, de compétition et de concurrence entre les villes pour gagner en attractivité économique, en attractivité socio-territoriale. Il y a également cette problématique, j'ai pris cette photo à Inde il n'y a pas longtemps, quand j'étais à la keynote d'ouverture d'une réunion dans laquelle il y avait 35% de la population mondiale représentée, c'est l'Association mondiale des grandes métropoles. Et effectivement, j'ai trouvé que l'obésité est un sérieux désordre métabolique, c'est pas uniquement pour les humains, mais c'est également pour les villes, et que les gérer demande donc une approche absolument systémique si on veut s'en sortir. C'est-à-dire que la seule manière de pouvoir gérer les problématiques urbaines, c'est une approche transversale, c'est une approche d'innovation qui est loin d'être technologique, puisque d'abord, il y a des enjeux majeurs. Au niveau de l'activité humaine, bien sûr, la problématique climatique est aujourd'hui au cœur de la problématique urbaine, avec des effets systémiques qui se jouent rien que sur la pollution. Hier, pas plus tard qu'hier, on était sur des pics de pollution d'alerte, donc c'est quelque chose qui est devenu récurrent. C'était le cas au printemps, c'est de manière absolument régulière, ça couvre la planète. La ville est un lieu vivant, la ville est un système complexe, il y a un système vivant, quand il ne respire plus, il meurt. C'est aussi le cas des menaces grandissantes concernant la problématique de la pollution. 40% de la planète est un stress hydrique. Ça amène aussi cette problématique dans les villes. Ce n'est pas uniquement un problème en Asie ou en Afrique. On le voit aujourd'hui en Californie avec les problématiques extrêmement graves qu'il y a donc, dans les villes au niveau hydrique. Le quatrième lac de Haut-Douce de Dakar est mort. Ça, c'est une photo en février de São Paulo, 25% du PIB de la 6e puissance mondiale du Brésil, et les tensions que ça engendrait avec la ville donc, de Rio de Janeiro, puisque, effectivement, on était quasiment asséché, donc il a fallu aller chercher en amont, déviant donc de rivières qui allaient, elles, sur Rio. Mais ceci arrive chez nous. Cette photo plaisante, nous voyons plein de gens autour d'une fontaine. Eh bien, c'est loin d'être une fontaine. J'ai fait une étude cet été. Ces photos datent du 8 juillet 2015, quand je me suis intéressé à la problématique des canyons urbains par rapport au changement climatique, concernant les paradigmes de construction de logements dans la banlieue nord de Paris. Cette photo, je l'ai prise à Aubervilliers, donc en Seine-Saint-Denis. Et vous voyez donc cette photo ici, ça correspond donc au hackage donc, par les jeunes, donc de robinets des secours pompiers.
Et donc, le 8 juillet, Veolia faisait un communiqué dans lequel il signalait en quelques heures 15 millions de litres d'eau ont été déversés par ce qu'on appelle donc les piscines verticales qui ont fleuri dans toute la banlieue nord de Paris, la banlieue toulousaine et tous les lieux où nous sommes donc sur un paradigme de construction, effectivement, dans lesquels les logements, les barres des HLM, l'absence de biodiversité, les conditions sociales et les écosystèmes, effectivement, de vie sont tout sauf des répondre à une problématique d'intelligence urbaine. Voilà. Donc ça, c'est des problématiques extrêmement concrètes. Je parle également donc des identité territoriale, des identités citoyennes par rapport à un territoire. Je parle donc du besoin de comprendre comment la ville évolue dans sa fragilité. Je parle de la ville en tant que système vivant. On ne peut pas s'intéresser aux problématiques des villes à Rio de Janeiro en disant on a mis en place les centres d'opération de Rio, le corps très fameux, un amphithéâtre donc, dans lequel il y a à peu près 50 écrans qui contrôlent le monitoring de la vidéosurveillance et de la vidéosurveillance donc, urbaine. J'ai participé par ailleurs à sa mise en place, sans comprendre à Rio, par exemple, ce que ça signifie, et ce que ça signifie, des lieux comme celui-ci, c'est Copacabana, c'est donc 4 millions de personnes qui sont pendant une semaine complète sur une frange territoriale de 2 km de large par 4 km de long et qui se répète ensuite donc en février, etc., de lieux de fête, et sans comprendre la chaîne systémique que cela signifie. On ne peut pas s'intéresser à la problématique des villes intelligentes si on ne comprend pas dans la première puissance économique africaine. À moins de 10 ans, ça sera la 6e démographie mondiale du Nigeria avec, à l'horizon, 420 millions d'habitants, sans comprendre qu'ici, ce n'est pas un bouchon, ça c'est un go slow, c'est-à-dire c'est un lieu de vie. Quand on fait un zoom sur cette photo, on verra qu'on vit là-dedans, il y a tout un écosystème, et on ne peut pas, à ce moment-là, faire abstraction. Pourquoi, aujourd'hui, Lagos et Nigeria, c'est là où il y a la plus importante levée de fonds en tout ce qui est NFC, en tout ce qui est technologie des communications avec des smartphones, de commerce électronique, puisque c'était extrêmement développé, et j'en parlerai tout à l'heure, pourquoi une société comme Orange tire aujourd'hui 11% de ses revenus nets à partir donc de l'Afrique de l'Ouest, de cette région-là. On ne peut pas s'intéresser à l'intelligence urbaine des villes si on ne comprend pas l'identité socio-culturelle. Et le fait que plus on se dépouille, on se délaisse de son identité territoriale, plus on embrasse des paradigmes de consommation qui vont à l'encontre de l'intelligence urbaine et sociale. C'est que nous sommes allés en Chine il y a 20 ans. On était dans des nuages de vélos. Et aujourd'hui, cette photo est récente. Vous voyez donc les paradigmes de la consommation, le paradigme donc du luxe occidental et face donc à un Nutong, ceux qui ont survécu après donc les Jeux Olympiques, qui est donc les habitats traditionnels chinois et les quelques vélos aujourd'hui. Cette photo, elle a été prise il y a une semaine, le 1er octobre. Donc c'est la fête nationale chinoise. Ils sont très peu de vacances. C'est une semaine puisque c'est la fête de la Révolution. Cette photo qui date donc du 2 octobre 2015, correspond à 50 couloirs de voitures à la sortie des péages du nord de Pékin, après le 10e périphérique, et ça correspond à un bouchon qui, lui, a duré 48 heures. Mais on peut encore faire mieux, parce que cette photo, elle date du 14 août 2010. C'est l'autoroute Kureli-Beijing à Ulaanbaatar. Je n'ai pas le temps d'expliquer les aspects socio-territoriaux de pourquoi ces bouchons, des 450 km à lieu, et pourquoi 15 jours, les gens sont restés coincés dans ces lieux-là. Et à différence de Lagos, là, ce n'est pas un lieu de vie, puisque Lagos, c'est vraiment un lieu de vie. Là, c'est le fait qu'on paye, ce que j'appelle, donc, dans mes travaux scientifiques, les miroirs flous, c'est-à-dire le fait que les gens se déterritorialisent et les gens ils perdent l'identité culturelle et donc où ils veulent ressembler à un monde occidental qui lui-même est en décadence et qui lui-même est en train de perdre ses marques. Parce que cette photo est une plage dans laquelle il y a donc, plusieurs dizaines de milliers de personnes, des Chinois, qui partent en vacances, comme on a pi le voir tout à l'heure, comme nous partons en vacances, etc., mais acculturés, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici, tous les gens ici, on ne le voit pas, mais ils sont à la mer. Mais il n'y a pas de culture des nagets, il n'y a pas de culture de la plage, il n'y a pas de culture des bronzages. Donc les gens, ils disposent tous, grands ou petits, des bouées, voilà, puisque ça ne va pas avec la culture. Mais on a été en vacances, comme on dit, on a été à la Côte d'Azur, on m'a vu à la Grande Motte, etc. C'est donc ce qu'ils appellent les miroirs flous, voilà. Donc c'est important de comprendre tous ces paradigmes culturels. J'ai pris cette photo à Cape Town, quand j'ai fait l'opening keynote
de la conférence mondiale Ville et Port, qui est une problématique extrêmement importante pour nos villes. Et là, vous voyez donc ce que ça représente l'Afrique du Sud, comment on peut comprendre aujourd'hui les problématiques urbaines, sans penser que l'apartheid, ça fait à peine 15 ans qu'il a été fini, et que la ville urbaine, c'était un panoptique assez ouvert, avec des grandes avenues qui faisaient au moins 6 ou 7 couloirs, pour que les manifestations donc, des Noirs, qui n'avaient pas le droit de s'asseoir avec les Blancs, vous connaissez la frontière de l'apartheid, ils puissent être donc surveillés en permanence. Et cette photo ici, donc c'est une autoroute qui a été construite, en fait, qui n'a jamais été finie, et qui sert aujourd'hui des décors pour de films des policiers et des voyous. Voilà, puisqu'il traverse la moitié de la ville. C'était à l'époque où, effectivement, cette route traversait la moitié de la ville pour les gens qui partaient en vacances et qui pouvaient enjamber la ville. Voilà. J'ai resté pas longtemps sur le problème énergétique. 620 millions de personnes du nord des Landes qui ont été coupées d'électricité pendant une semaine dans la partie la plus moderne des Landes par une surconsommation des devices électroniques. C'est l'équivalent de l'Europe. Et ce qui ne doit jamais arriver et qui finalement arrive, cette problématique des fragilités. J'ai écrit un article qui était publié hier à propos de ce qui s'est passé à Cannes, mais les mêmes articles, je l'avais écrit déjà l'année dernière à propos du typhon Haiyan, donc qui a représenté 10 000 morts. Et on ne peut pas parler de l'intelligence urbaine sans parler de la problématique de la démocratie, de la gouvernance, de l'implication citoyenne et de la démocratie participative. On peut faire des simulations autant qu'on veut, comme ce qu'on fait avec Viapolis à Astana, mais quand on sait que les Kazakhstan restent quand même une dictature qui se transmet des pères en fils, l'intelligence urbaine, elle va au-delà de ce qu'on a pu faire. Les moyens économiques qui vont avec, nos maires aujourd'hui étaient dans la rue il y a 15 jours pour demander des moyens. Il y a une problématique également des moyens absolument indispensables et nécessaires. Donc je pense que par rapport à un parterre comme le vôtre, donc avec la problématique technologique, oui, il y a de l'espoir, puisque nous pouvons réinventer la ville et nos vies si on comprend que les enjeux sont sociaux, culturels, économiques, écologiques et des résiliences, que la qualité des vies se trouve au centre, que la ville est un lieu d'inspiration, qu'il y a 3 leviers des transformations. D'abord, inclusion sociale, réinventer les infrastructures qui restent encore sur des paradigmes de l'après-guerre pour l'essentiel en France, avec des grandes avenues, et que la technologie est vraiment au service de la vie citoyenne. Le cas de l'Afrique de l'Ouest est exemplaire, ce que fait Orange aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les cash to good. Les téléphones aujourd'hui en Afrique de l'Ouest est un lieu de lien social qui a d'abord bancarisé les gens qui n'avaient pas de compte bancaire. Le compte bancaire des gens, c'est le numéro de téléphone. Et à travers le numéro de téléphone, il y a un lien social qui s'est créé avec ce qu'on appelle Africa Market, c'est-à-dire la transformation de cash en goods par rapport donc à l'ensemble de besoins. Et ce qui s'est passé à Medellín, qui est assez exemplaire en termes de technologie, et comme la ville a acquis la technologie, c'est ce qui se passe à Tel Aviv, où la technologie va également donc avec une qualité de vie sociale, et à Bristol, où nous avons donc une ville complètement polycentrique, dans laquelle la technologie joue un rôle majeur. Une approche transversale de l'innovation est absolument indispensable, avec cette capacité à hybrider la ville, grâce à l'ubiquité, donc l'émaillage fort à un moment donné où les infrastructures sont totalement imbriquées, ce qui les rend également puissantes, mais également extrêmement fragiles. Le besoin, effectivement, de comprendre le modèle de circulation des flux à l'intérieur des infrastructures, d'anticiper les ruptures à venir grâce aujourd'hui à l'Internet des objets et l'émaillage qui s'est fait au niveau international. Et je l'ai dit aussi, le besoin de disposer à très grande échelle de ce que j'appelle les réseaux d'hyperproximité, parce que ce n'est pas parce qu'on est hyperconnecté que de liens sociaux existent dans les villes. Les liens sociaux n'existent que si on crée ces réseaux de nouvelle génération, qui s'appellent les réseaux d'hyperproximité, dans lesquels hyperconnectivité et lien social, ça fait des digital citizens et non pas des zombies geeks, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui 4 révolutions technologiques qui devaient rendre la vie beaucoup plus facile dans la mesure où on s'intéresse aux usages et services. L'informatique ubiquitaire, les nanotechnologies, la biosystémique et la robotique cognitive, ce sont les 4 enjeux majeurs pour les transformations dans la ville, dans les mesures où on soit capable de comprendre qu'il y a des services à réinventer aujourd'hui sans forcément rompre avec des modèles existants, mais que l'essentiel devra venir aussi avec des ruptures dans les modèles auxquels nous sommes aujourd'hui habitués, puisque nous allons vers des villes avec une démarche donc collaborative. Je préfère parler des sharing cities, des collaborative cities, plus que des smart cities, ou alors des smart cities humaines, dans lesquelles ce soit les designs des services orientés vers les usages qui canalisent effectivement les apports technologiques des sciences sociétés. Pour finir, je l'ai dit, on commet une grande erreur
quand on considère qu'Uber, c'est tout simplement un nouveau modèle économique et qu'on se focalise sur Uber Pop et la problématique du tiers social, ce qui est un problème majeur, effectivement. Mais je l'ai dit depuis longtemps, la problématique de Uber et sa puissance, elle est dans les premiers simulateurs socio-comportementaux des villes qui a été créé, qui est Uberg, avec un G, qui a été développé en langage Python par un groupe de mathématiciens et d'experts en intelligence, non pas artificielle, mais comportementale, qui travaillent sur l'intelligence émotionnelle des citoyens qui habitent dans cette ville et qui s'imbriquent et s'immergent dans un territoire. Et les succès du Uber en tant que premier acteur de la mobilité mondiale vient du fait qu'ils sont modélisés 5 types d'acteurs citoyens consommateurs de la mobilité. Ça a été modélisé dans Uberg et ça a permis de créer des algorithmes comportementaux et en temps réel qui sous-tendent les X modèles économiques. Uber Pop, c'est né un, Uber Pool pour le covoiturage, Uber, etc. Et j'ai dit depuis 4 ou 5 ans que ce que fait aujourd'hui Uber avec les voitures, avec ces modèles des simulateurs de ville, en vrai, il correspondra demain à n'importe quel autre type d'intelligence comportementale urbaine. Ça permettra alors de livrer des fleurs, de livrer de pizza, de livrer des t-shirts, ce que vous voulez. On a assisté hier à l'annonce aux États-Unis de Uber Eats, qui va arriver bientôt en France, avec les mêmes systèmes, mais cette fois-ci pour livrer donc des plats. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, il y a une problématique de rupture des modèles dans lesquels le cœur, c'est dans la ville, l'intelligence comportementale, la place des citoyens par rapport aux usages des services et comment alors la technologie viendra effectivement lui apporter quelque chose dans une démarche de partage, de confiance, dans laquelle on utilise les réseaux sociaux, les nouvelles manières de consommer et de produire par rapport à l'ensemble de ces infrastructures. Je finirai disant que jusqu'à maintenant, la technologie a beaucoup hacké nos villes et que la tendance qui s'impose aujourd'hui, c'est une ville qui est en train de hacker la technologie et il faut être présent en tant qu'acteur. Ça crée des puissances, ça crée également des supportabilités, ça crée des menaces, ça crée des fragilités. C'est l'objet de votre colloque. Merci beaucoup.